22 mai, l'occasion de nous intéresser à cette demande de plus en plus insistante depuis quelques années chez nous, l'exigence de réparation pour les descendants d'esclaves. Retour sur l'histoire de cette revendication avec ce dossier grand format préparé par Cyril Gaxomier, William Zevina et Olivier Zonzier-Lafontaine. Mai 2011. À quelques jours du 163e anniversaire de l'abolition, des centaines de personnes guidées au flambeau et portées par le son des tambours suivent les traces de l'ultime révolte des esclaves. Pour la 10e année consécutive, le convoi pour les réparations exige des dédommagements pour les descendants des victimes de l'esclavage. Nous voulons faire en sorte que le convoi pour les réparations devienne un véritable pèlerinage, non seulement pour les Martiniquais, mais pour tous les afro-descendants. Le combat pour les réparations a gagné en légitimité dans la population. La revendication n'est pas nouvelle, on en trouve trace dès les débuts de la traite négrière. En 1678, des centaines d'esclaves travaillent à la construction du Fort Royal. La ville est érigée sur des marécages et les travaux s'effectuent dans des conditions extrêmement difficiles. Le comte de Blénac, gouverneur de l'île, dirige personnellement le chantier d'une main de fer. Blénac raconte ça lui-même dans les courriers qu'il envoie au ministre de la Marine qui est Colbert. Et il envoie ses courriers et il raconte comment il a massacré quelques nègres plusieurs fois en 1878. Confronté aux atrocités de l'esclavage depuis son arrivée en Martinique quelques mois plus tôt, le prêtre capucin de la chapelle Saint-Louis est outré par cette violence. Avec un missionnaire espagnol, Épiphane de Moirans va rédiger une lettre en latin en direction du pape, missive dans laquelle il réclame l'abolition immédiate de l'esclavage ainsi que des réparations pour ses victimes. L'octroi en noir des terres qu'ils ont labourées, le dédommagement pécuniaire à chacun pour les mauvais traitements subis, les paiements, restitutions et dédommagements à transférer aux ayants droit des esclaves déjà décédés sans limitation ni du temps écoulé à partir de l'abolition, ni du nombre de générations s'étant succédé depuis. Une prise de position à contre-courant alors que les grandes puissances coloniales sont en pleine organisation du commerce triangulaire transatlantique qui deviendra l'entreprise la plus lucrative des 2 prochains siècles et que la France rédige le code noir qui encadrera la vie des esclavisés dans les colonies. De Moirans est emprisonné et le Vatican étouffe l'affaire qui reste dans l'oubli pendant près d'1 siècle. Le texte est exhumé en 1770 par un autre religieux, l'abbé Raynal, qui publie d'abord de façon anonyme un ouvrage reprenant ses idées. Considéré comme une attaque en règle contre le colonialisme, le livre est interdit, le prêtre contraint à l'exil. Les premières réparations effectives seront versées au début du 19e siècle, après la signature du traité d'indépendance d'Haïti. On rembourse alors aux anciens maîtres les terres qu'ils ont perdues. Le même principe du propriétaire indemnisé sera retenu en Martinique en 1849. Michel Cher se bat à ce moment-là pour bien entendu donner l'indemnité, mais il dit qu'il faut donner aussi l'indemnité aux esclaves. Qu'est-ce que nous proposons? Bon, il est battu sur cette question. On pourra dire peut-être qu'il n'est pas beaucoup battu dessus, mais enfin, il était minoritaire. La question des réparations va ressurgir en 1865 au moment de l'abolition aux États-Unis qui prévoyait 40 acres de terre et une mule pour les nouveaux libres. Dans la Caraïbe, le dossier revient sur le devant de la scène au début du XXe siècle avec le Jamaïcain Marcus Garvey qui obtient des fonds pour monter la Black Star Line, une compagnie maritime pour le retour des Noirs de la diaspora sur le continent africain. La communauté Rasta reprendra le flambeau quelques décennies plus tard et participera largement à la prise de conscience dans la région. Cela se concrétisera par la mise en place d'une commission des réparations par la communauté des États de la Caraïbe, à l'initiative de la Barbade, avec un plan d'indemnisation des victimes en 10 points. Le but, c'est véritablement d'établir un équilibre, de rétablir cet équilibre, parce qu'il y a eu beaucoup de disparités, il y a beaucoup de disparités économiques au niveau de l'accès à la propriété, l'accès à l'enseignement supérieur, dans toute la région. Donc toutes ces conséquences qui sont liées à la traite négrière doivent aujourd'hui trouver des solutions par des projets qui sont des projets collectifs. Chez nous, le combat pour les réparations est porté depuis la fin des années 80 par Garcin Balsa, qui fondera, avec l'avocat Marcel Manville et le militant guadeloupéen Luc Renette, les bases du mouvement international des peuples noirs. Élu maire de la ville de Sainte-Anne, il prend une décision radicale dès le début de son premier mandat. On a utilisé
le plan d'occupation des sols Sainte-Anne a contourné pour mettre en place une stratégie et dit que toutes les terres qui appartiennent à des gros possédants Sainte-Anne, nous bloquons, nous pas faire pièces construction, toutes les terres. Et ça va être très très fort. Le MIR, Mouvement international pour les réparations, prend naissance en 2000 avec un slogan « Reconnaissance, réparation, réconciliation ». L'année suivante, l'esclavage et la traite sont reconnus comme des crimes contre l'humanité. La loi Taubira prévoit des réparations, mais uniquement symboliques. Dans la loi Taubira, il y a à la fois un article qui porte sur l'enseignement de l'histoire de la traite et de l'esclavage pour tout le monde, c'est-à-dire un processus de reconnaissance de cette histoire, qu'il y a également des dispositions pour qu'il y ait des archives qui soient ouvertes, qu'il y ait des mémoriaux aussi. Vous voyez que cette prise en compte de l'histoire de l'esclavage et de la traite soit vraiment inscrite dans un espace national. Le premier convoi pour les réparations est lui aussi lancé en 2001. Il ne rassemble alors que quelques dizaines de marcheurs. Mais la procession va s'étoffer, année après année. En 2005, le MIR décide de porter le combat devant les tribunaux. Le droit français s'étant déclaré incompétent, la Cour européenne des droits de l'homme prend le dossier en charge et continue à l'instruire. Le combat n'est pas terminé. La fierté des peuples antillais et des peuples caribéens, c'est de savoir tout ce combat qu'on a mené. Mais personne ne connaît ça, personne n'en parle, ou très peu. Ça devrait faire partie d'une vraie réparation. À l'idée qu'il nous vaut, en un premier temps, il va rejeter. En un deuxième temps, il va commencer à coûter. Et puis en un troisième temps, il va accepter. Ça remonte dans la génération. L'État français est de nouveau cité à comparaître devant la Cour d'appel de Fort-de-France dans les prochains mois. Cette fois, l'audience sera filmée. Pour l'histoire. Et retour en image.